Chers spectateurs de Kurdistan In, bienvenue pour cette nouvelle série de podcasts que je vais faire en compagnie de mon ami Dylan. Dylan, bonjour. Bonjour Armange. Voilà, donc nous commençons cette année 2024 un nouveau concept de podcast qui va être donc filmé et diffusé sur différentes plateformes, dont le site internet de Kurdistan In. C'est une série en 6 épisodes qui va être consacrée à l'Irak. Donc on va aborder différentes thématiques sur l'Irak. Et ce premier épisode sera consacré quant à lui aux multiples identités irakiennes, parce que nous sommes dans un pays donc multi-ethnique, multi-religieux, multi-confessionnel, multinational même. Un pays Et très donc, divers, comme il y en a peu finalement dans le monde, et dans cette région peut-être un peu plus. voilà, exactement. Donc c'est pas une spécificité irakienne, mais bon, comme nous on est franco-irakien, on va se consacrer à l'Irak. On va peut-être un petit peu aussi aborder au cours de l'émission les pays voisins, parce que finalement ces populations qui sont en Irak, mais en fait elles sont transfrontalières, toutes quasiment. Exactement, au moins en Syrie, en Turquie, en Iran, et puis dans une autre mesure dans les autres pays de la région. Voilà, donc les pays directement limitrophes. Exactement. Et donc pour commencer cette émission, au vu de nos parcours, histoires, identités personnelles, on va commencer par l'un et l'autre. Toi, Dylan, si je te pose la question de l'identité, comment tu te définirais si quelqu'un te pose la question dans un pays étranger? Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ton identité? Alors, c'est une question très intéressante, effectivement, et on va voir que ta réponse va varier de la mienne, alors qu'on vient de deux villages à 100 km de distance. Et en fait, ça dépend tout simplement aussi de qui te pose la question. Est-ce qu'il s'agit d'un Français en France, ou est-ce que c'est quelqu'un d'ici? Et si c'est quelqu'un d'ici, il va comprendre un petit peu plus facilement les nuances qui existent au sein de la population irakienne. Et donc, à un Français, moi, j'avais l'habitude de répondre irakien. Si on me demandait de creuser un petit peu, j'expliquais qu'il y a différents types d'Irakiens, disons, différentes ethnicités, différentes religions. Et donc, moi, je faisais partie de ce qu'on appelle les Assyro-Chaldéens, qui sont parmi les premiers chrétiens de l'histoire du christianisme. Ici, je réponds soit irakien, soit je réponds de Ankawa, donc mon village, soit d'Erbil. Donc là encore, ça renvoie à des idées très variées. Si je te dis irakien, les gens vont se dire bon, il n'a pas envie de préciser ce qu'il est précisément, il n'a pas envie de détailler cette question pour inclure tout le monde, disons. Si je dis Erbil, on va comprendre peut-être kurde. Si je dis Ankawa, on comprend que c'est, les gens disent chrétien ici, ethniquement c'est assyro-chaldéen, syriaque. Donc voilà, ça dépend de qui me pose la question. Et disons que je suis assez à l'aise avec toutes ces identités, pour ma part. Je sais pas Voilà, ce que donc tu en penses, toi. Ouais. pour toi, pas de flou identitaire. Et puis il y a l'aspect français, bien sûr. L'aspect Aussi, français, voilà. évidemment. Moitié Alors là, français, moitié irakien. Alors là, du coup, peut-être plus simple, l'identité française, oui. quoique. Quoique, effectivement, j'aime bien dire que je viens de Nantes. Ça aussi, ça renvoie à d'autres choses. C'est différent de venir de Marseille ou de Nantes ou de Lyon ou de Paris. Mais effectivement, l'identité française est peut-être plus facile à définir aujourd'hui. C'était peut-être pas le cas il y a C'est une vieille 100 ans ou nation, 200 ans. Ouais. Et ici, effectivement, je suis un peu catalogué comme français et j'ai pas de problème avec ça. Donc finalement, tout est compatible. Pour ma part, j'ai pas de problème. J'aurais pu avoir exactement ces mêmes identités, mais de manière plus contradictoire ou plus compliquée pour moi-même. Et finalement, moi, je préfère être un peu de tout quand j'en ai envie. D'accord, donc multiplicité d'identités, mais qui te conviennent finalement très bien et C'est qui ça. pour toi sont complémentaires finalement, qui Qui ne sont pas se... contradictoires. En fait, ça dépend de l'interprétation que tu en fais. Pour moi, j'ai choisi de créer une complémentarité, puisque finalement, toutes ces identités me définissent moi, définissent mon parcours et finalement mes idées aussi. Donc, toi aussi, tu vas en parler peut-être, mais notre identité française est finalement très importante Bien sûr. dans notre identité, dans notre caractère même, et dans nos idées. Donc, j'ai choisi de faire cohabiter tout ça plutôt que de créer une contradiction qui n'arriverait jamais à aucune solution, disons. Exactement. Je sais pas ce que tu en penses pour toi. Ouais. Alors pour ma part, c'est un petit peu pareil. Ouais. Donc l'identité, elle est multiple du fait de notre parcours, de notre double nationalité de toute manière. Moi, j'avais l'habitude en France déjà de me définir en tant que Français, mais évidemment, ça se voit que tu as des origines tout de suite, Bien sûr. etc. Donc quand on me posait la question, je disais que j'étais kurde. Euh,
la plupart des gens connaissent quand même pas très bien la région. C'est un petit peu évolué après 2014 et la guerre contre Daesh, où là on s'est fait un peu plus connaître Pas forcément pour les bonnes raisons, mais dans le monde. Ouais, c'est pour avoir tapé pour les la bravoure. barbus, Ouais. voilà, pour avoir mené la guerre contre C'est l'État ça. islamique, ce qui est plutôt bien vu dans la plupart des pays du monde. Certes, pas partout, Pas partout. mais donc voilà, moi je me définissais comme kurde quand on me posait la question, sur mes origines, d'Irak, Oui. quand il fallait préciser, parce que la double nationalité qu'on a, finalement, c'est la nationalité irakienne, parce que Oui. le Kurdistan est un pays qui n'existe pas en fait en droit international, donc il n'est pas un État. Il y a une nation kurde ou une identité kurde, mais qui n'est pas reconnue formellement. On aura l'occasion de revenir là-dessus tout à l'heure quand on écoutera le témoignage de Bayram, qui est un autre kurde, mais lui de nationalité turque. De l'autre côté de la frontière. Voilà, de l'autre côté de la frontière. Donc ouais, moi je me définis, comme tu disais, quand je suis ici, les gens voient que je parle kurde, que j'ai une tête de kurde, donc on me demande peut-être plutôt de quelle ville tu viens. C'est ça. Voilà, donc je vis à Erbil aujourd'hui, mais ma famille est originaire de la région de Dohuk. Donc là, ça se verra peut-être à mon accent, ça se voit d'ailleurs. Et là, on me posera la question. Donc Dohuk, on va peut-être me demander, mais de quelle région de Dohuk tu viens, de quelle tribu peut-être? Alors il y a l'aspect tribal aussi en Irak. Très présent notamment chez les Kurdes et les Arabes, l'aspect tribal. Exactement. Sauf pour les populations en Irak, il y a les vieilles populations citadines, les grandes villes. Oui. Ceux-là ont oublié, ou en tout cas perdu la trace ils ne sont plus tribaux, ils n'ont plus d'appartenance tribale. Ou alors des reliquats, notamment via le nom de famille, on va dire, ah bah tiens, toi tu viens de telle famille ou telle famille. Ouais. Mais le poids peut-être de la tribu est moindre pour ceux qui se sont urbanisés. On va revenir là-dessus, pourquoi les tribus, pourquoi persistent-elles. On aura peut-être l'occasion de revenir là-dessus. Donc voilà, moi comme je me définis, c'est un franco-kurde. Si on va plus loin, oui, irakien. Alors j'ai pas le passeport, mais j'ai la double nationalité. Ouais. Donc tu devrais avoir ce passeport. L'intérêt du passeport irakien, il aide pas beaucoup à voyager. Justement, c'est un sujet qui sera intéressant. On va y revenir, mais il te sert surtout à entrer dans ce pays. Et puis finalement, il développe un sentiment d'appartenance. Et sur le passeport irakien, tout est écrit en kurde et en arabe. Et donc, depuis presque 20 ans. Ouais. Donc c'est intéressant aussi, finalement, je trouve, de mon point de vue de non-kurde et non-arabe. Tu as le passeport, toi? J'ai le passeport, effectivement. Est-ce que tu t'en es servi pour voyager? Peut-être dans les pays limitrophes, ça peut... Alors moi, je voyage toujours avec mon passeport français, même pour venir ici. Hein. Mais comme j'ai la carte d'identité, donc il n'y a pas de problème juridique, etc., de visa ou quoi que ce soit. Mais finalement, le passeport irakien, alors j'ai lu ça récemment, il fait partie des 3 les moins bien classés au monde. C'est ça, en termes d'accès au pays sans visa. Exactement. Ce qui s'explique par les plus de 4 décennies de guerre. L'état de faillite de l'État, oui, complètement. Ouais. Je crois que le dernier, alors, il était en concurrence pour la dernière place avec l'Afghanistan et la Syrie. Et la Syrie, exactement. Voilà. La Syrie qui est toujours en guerre. Donc voilà, franco-kurde, irakien, selon le contexte, je peux plus préciser, quand je suis en France, je suis du sud-ouest, moi. Exactement. Je suis d'Albi, et donc il y a l'appartenance aussi, le sentiment d'appartenance peut-être à la région, à la ville parfois. Voilà. Donc pour revenir à l'Irak, l'Irak, comme on l'a dit, c'est un pays multi-ethnique, multi-confessionnel. Globalement, les Arabes sont majoritaires. Oui. Donc en termes d'ethnicité, tu as les Arabes qui sont largement majoritaires en Irak, à peu près 75% peut-être de la population. Oui. Derrière, il y a les Kurdes, il y a les Assyro-Chaldéens, comme tu l'as dit, il y a les Turkmènes. Il y a d'autres... alors il y a des Arméniens, bien sûr. C'est ça, des Arméniens. On a les Mandéens aussi. On a des Yézidis, on a des Shabaks. Alors tout ça, tu peux parfois les rattacher à une des autres ethnicités. Par exemple, pour les Yézidis, il y en a qui se revendiquent Yézidis et d'autres Kurdes. Et finalement, leur langue pour beaucoup est le kurde. Alors là, ils sont kurdophones. Ouais. Ils sont kurdophones. Alors, certains se définissent comme kurdes eux-mêmes. D'autres, surtout depuis 2014, se définissent comme Yazidis. Oui. C'est pareil pour les Shabaks d'ailleurs. Alors les Shabaks, selon qu'ils soient chiites ou sunnites, alors là on va rentrer dans des détails un peu très, très localisés. Hein. Les Shabaks, et ça dépend aussi de la politique de l'État. À une période, notamment la période basse, durant la période basse, beaucoup de gens ont été
parce qu'en Irak, il faut savoir que l'ethnicité et la religion sont affichées sur les papiers d'identité. Apparaissent à l'état civil, effectivement. Voilà, donc beaucoup de populations ont été arabisées comme cela, C'est ça. notamment dans la plaine de Ninive, etc. Et notamment les Assyro-Chaldéens ont été recensés comme arabes, Voilà. finalement, alors qu'ils ne sont pas. C'est le cas aussi de beaucoup Pour la de plupart. tribus kurdes qui étaient limitrophes C'est ça. des Arabes, notamment dans la plaine de Ninive, Oui. par exemple. Donc ça a toujours été en fait un sujet sensible finalement, mais qui a été rendu d'autant plus sensible par les différentes personnes qui ont été au pouvoir sur ce territoire, avant même que ce soit l'Irak d'ailleurs. Donc Oui, alors c'est intéressant. Revenons à l'histoire. Alors l'Irak est un pays qui est issu de la fin de l'Empire ottoman, donc créé par les Britanniques, qui au cours de la Première Guerre mondiale donc prennent pied dans la région pour combattre l'Empire ottoman. À l'issue de la guerre, il y a des frontières qui sont dessinées. Il y a beaucoup de discussions au sein de l'Empire britannique pour savoir que faire de l'Irak, comment le créer. Les Français ont moins leur mot à dire à ce moment-là. On n'est pas, c'est plutôt les Britanniques qui mènent la danse dans la région. Et donc il y a beaucoup de discussions. Il est décidé de créer un Irak qui va intégrer les 3 anciennes vilayets de l'Empire ottoman que sont Mossoul au nord, Bagdad qui est au centre du pays et Bassora au sud. exactement. Alors pardon. Ces discussions donc sous l'influence de Sir Percy Cox, finalement, il est décidé que la vilayet de Mossoul, donc qui est au nord, d'où on est tous les deux en réalité. Exactement. Donc qui comprend les régions kurdes et aussi la région de Mossoul qui est là plutôt arabe, sera intégrée au pays pour ses ressources naturelles, notamment agricoles, pétrolières, et aussi parce qu'eux considéraient que c'était une barrière naturelle, une frontière naturelle avec les montagnes, avec la Turquie. Donc les Britanniques installent une monarchie. Le roi Faisal Ier sera installé en 1921. Le roi Faisal Ier qui est un arabe sunnite originaire d'Arabie Saoudite. C'est ça. Voilà, donc ils sont de la famille des anciens shérifs de la Mecque, les Hachémites. Comme leurs cousins en Jordanie. Exactement, qui sont toujours au pouvoir en Jordanie. Et donc dès le départ, tout le monde est bien conscient de la multitude d'identités et de peuples qui habitent ce nouvel État. Et le roi Faisal Ier lui-même dira que c'est impossible de faire une nation irakienne, qu'il n'y a pas de peuple irakien. Il déclara qu'il n'y a pas de peuple irakien avant sa mort. Et il est décidé par les Britanniques d'installer à la tête de l'État la minorité arabe sunnite. Parce qu'il faut savoir que les chiites sont majoritaires en Irak, encore aujourd'hui. Et donc les arabes sunnites finalement resteront au pouvoir jusqu'en 2003, avec la chute du régime. Oui, si on considère effectivement cette appartenance comme définissant le type de pouvoir, qui de fait effectivement jusqu'au régime de Saddam Hussein c'était le cas, et surtout ensuite après 2003, quand on a basculé vers un pouvoir plus chiite, ils ont gardé ce caractère religieux peut-être, cette approche en tout cas différenciée du pouvoir. Alors voilà, pour revenir à la question de l'identité, alors les chiites et les sunnites sont tous les deux arabes. Ils sont tous les deux musulmans. Musulmans, mais d'obédience différente. Et donc, ce qui les divise, alors ils pouvaient se retrouver par exemple sur le nationalisme arabe, le panarabisme, qui a été promu par le Baas notamment. Ceci dit, les divisions ont toujours existé sur la base confessionnelle, pour le coup, entre chiites et sunnites. Historique même, confessionnel, historique loin, sur 1400 ans. Ça date des premières années, premières décennies de l'islam. C'est une division basée sur la succession du prophète. Voilà, on va pas rentrer dans les détails religieux, mais enfin, elle dure, cette division. Et finalement, le panarabisme qui a été promu en Irak pendant à l'arrivée au pouvoir du Baas, surtout en 63, n'a pas réussi même au sein de la nation arabe en Irak, à rassembler. La minorité au pouvoir a toujours, sur la base confessionnelle, même s'ils se disaient laïcs, etc., a toujours concentré le pouvoir. En réalité, les chiites ont toujours été exclus. Et peut-être ce qui explique cette volonté de revanche, une fois qu'eux se sont retrouvés au pouvoir, après l'invasion américaine de 2003,
l'installation de la démocratie en Oui. Irak, qui est une réussite. Avec beaucoup de guillemets. Voilà, Voilà. donc, mais de fait, de toute manière, De fait, ouais. dans un pays comme ça, où il n'y a pas de nation, où il n'y a pas de sentiment d'appartenance, qui a peut-être à un moment donné, il y a eu des tentatives, on va en revenir dessus, mais qui n'existe pas finalement la démocratie à l'occidentale du one man, one vote, pardon pour l'anglicisme, ça va déboucher sur en réalité une espèce de recensement ethno-religieux. Oui, parce que ça demande beaucoup d'éducation à la démocratie, au système de vote aussi. Mais je te propose qu'on écoute déjà Alors voilà, écoutons un premier un témoignage. témoignage de quelqu'un qui est né ici, qui a grandi aux États-Unis comme une partie de la population irakienne, et qui va qui explique un petit peu son appartenance ethnique, comment il se sent finalement, et on écoute ça tout de suite et on Allez. revient, on va commenter. Donc le Écoutons. commentaire, c'est Nour qui a grandi Voilà, alors, à Détroit. pour nos spectateurs, donc Nour qui est un ami, est un Irakien. Alors on va voir comment il se définit. Exactement, c'est ça qui est Il est intéressant. Irakien de nationalité et américain aussi, puisqu'il a grandi à Détroit, comme tu disais, aux États-Unis, qui a fait le choix, comme nous, de venir vivre ici. Et donc il va un petit peu nous donner sa vision de son identité. Parfait, on écoute ça. Nour. أنا بالرأي النوعيات الهويات عندنا المتنوع القوميات ودينيات عندنا بالعراق وبالإقليم هذا فالشي كلش حلو لأنه العائلة هي أحلى بالوقت اللي عندك نوعيات بيها يعني براستي أجر همو يك نوعية هو الزور بزارة يعني همو إشياء يك نوعية زوانية دبي رنج ورنج هي فأنا خشون المفروض متخيروخ لجانا لأنت فرق التم بيناتن مندي حلوية له لأنه قلبت مديانة خاثة فخشون أقر بس متخيروخ لجانا الفرقوث بيناتن إلى خمندي حلوية لا خمندي مفروض أولا تشجيع ضيجر من الوقت استفادة بودخ كبيرة. And that's a great thing. Like, why would you not want to be living with people that are not all the same as you? You want to be different. So we should celebrate. We should celebrate the differences we have. And previously, it used to separate us, but in the future, we should think about how it would make us better as a community. It's okay to be different. هذا الشيء زور حلوية. Alors, très beau témoignage de Nour en 4 langues. Faut le féliciter d'ailleurs. Il parle parfaitement les 4 langues. Il parle très bien, ouais, peut-être un petit peu moins le kurde. L'arabe, je trouve très bon. C'est vrai. Ouais, il n'y a pas de faute de grammaire. Non, je trouve qu'il est plutôt bon en kurde. Donc, non, il est très bien, il est très intéressant comme profil. Donc Nour qui vient de nous faire part de sa vision de la multiplicité des identités en Irak en 4 langues. La seule langue qui soit pas du coin, c'est l'anglais, mais finalement un petit peu si, parce que de plus en plus, beaucoup d'enfants étudient dans des écoles anglophones. C'est ça. Et donc puis, il a commencé par l'arabe, voilà. Ensuite le kurde, ensuite l'araméen et enfin l'anglais. Et sa conclusion était dans toutes les langues en même temps. Il a fait une phrase avec toutes ces langues. Donc c'est très intéressant. Donc on a dit qu'il a grandi aux États-Unis. Il est revenu ici à la fin des années 2000 pour la première fois de sa vie et après ses études, et il a tellement aimé, disons, le pays qu'il a décidé de s'y installer. Il a vécu ici une 15aine d'années. Aujourd'hui, il est de retour aux États-Unis, mais il va revenir dans pas longtemps. Il est en vacances un petit peu. C'est ça, en vacances prolongées pour diverses raisons. Mais c'est quelqu'un de très connu, notamment à Erbil, ici. Il a animé pas mal d'événements. Il a construit quasiment une radio lui-même. Alors voilà, pour nos spectateurs, nous, on est un célèbre animateur radio. C'est ça. Radio sur laquelle tu officies aussi, puisque nous avons la chance d'avoir avec nous Dylan, donc, qui commence à être une star et qui de la radio. Hein. Une petite vedette à l'échelle très locale. C'est vrai. Mais non, effectivement. Et donc, ce qui est intéressant dans son message, c'est qu'il explique que cette diversité, c'est une richesse. En 2 mots, c'est ça pour moi son message. C'est que il dit clairement, que dans une famille, on aime bien avoir tout type de personnes. Avoir une diversité de personnes dans un même groupe, ça nous permet d'être plus forts finalement. Et ça, c'est une approche que j'ai aussi d'une certaine manière quand je vois les débats qu'il peut y avoir sur Internet ou en vrai entre les différents peuples qui composent ce pays. Je me dis, mais finalement, on a tout à gagner
même économiquement, même au-delà de la culture bien sûr, mais même économiquement, j'ai envie de dire, à partager ce territoire. Par exemple, pour des Kurdes, avoir accès au port de Bassora pour le commerce, ou aux gens du sud de l'Irak, avoir accès aux montagnes ici pour les vacances, le divertissement. Je veux dire, tout se complète. Et c'est sa vision, disons, de la diversité, en tout cas de l'identité. Et donc finalement, il répond pas exactement, il dit pas je suis ci, je suis ça. Il dit simplement je me sens bien avec tout le monde. C'est son message, j'ai envie de dire. Oui. Alors c'est une vision optimiste. Ouais. La diversité, oui, c'est une richesse. Mm. Ça peut l'être. Ceci dit, le problème, c'est les débouchés politiques qu'on va y donner à cette diversité. Parce que la diversité, la multiculturalité, c'est aussi la multiconflictualité, très souvent. Bien sûr. Et donc, s'il y a un débouché politique, disons, ou une formule politique qui soit trouvée pour faire vivre ensemble ces peuples divers, parce que, comme on le disait, on ne parle pas la même langue, on n'a pas la même histoire. L'appartenance à une identité, c'est aussi ça, c'est un bagage culturel commun, une histoire commune, et c'est aussi un projet commun, c'est-à-dire de se voir avec la communauté à laquelle on appartient, ou la nation, ou la confessionnalité, c'est de se projeter dans l'avenir, un projet commun. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça peut exister? Alors pour l'instant, ça n'existe pas en Irak, ça n'a pour l'instant pas existé. Il y a eu des tentatives, je pense notamment après la monarchie. Donc la monarchie a été renversée après un coup d'État en 1958 par le général Qassem, alors le général Qassem, dont la mère était kurde et le père arabe, lui a essayé à parler d'une irakicité. Oui, d'une identité irakienne, et d'ailleurs il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Il n'est pas resté au pouvoir très longtemps, hein. Il s'est fait renverser lui-même en 63 par le coup d'état bassiste, donc il est resté 5 ans au pouvoir. Oui. Le général Qassem, lui, a parlé d'irakicité. Alors il ne s'est pas mis dans ce qui était plutôt la tendance dominante à l'époque dans le monde arabe, qui était le panarabisme, le nationalisme arabe, qui de fait exclut les Kurdes, les Turkmènes, les Assyro-Chaldéens, tout le monde de ce projet-là. Et lui parlait d'irakicité, donc il n'est pas resté très longtemps au pouvoir, mais déjà à l'époque, il a reconnu donc la multiplicité de l'Irak, les deux langues kurdes et arabes qui sont aujourd'hui des langues officielles du pays, étaient reconnues. Ça n'a pas bien marché, enfin ça s'est pas bien terminé pour lui, il se fait assassiner, renverser, et puis le Baas arrive au pouvoir. Mais l'idée était intéressante. Donc pour lui, effectivement, ça c'est mal fini. L'idée est belle. Alors est-ce que finalement... C'est vrai que les gens vivent ensemble, il n'y a pas forcément, mais ça débouche sur des problématiques politiques et de pouvoir, qui détient le pouvoir. Parce que si on est dans un régime, si on fait un copier-coller, et ce qui a été fait d'ailleurs pour toute la région et plus globalement en Afrique aussi par exemple, si on fait des copier-coller des États-nations à l'européenne qui se sont construits au cours d'une longue histoire et qui sont aujourd'hui ce qu'ils sont, un copier-coller sur des contextes totalement différents, avec des particularités partout, et cette multiplicité de populations, ça ne peut pas marcher. Je crois que c'est aux gens sur place, au peuple sur place, de trouver une formule qui leur convienne. C'est possible de vivre dans un pays finalement avec plusieurs langues, plusieurs religions. Regarde la Suisse par exemple. Les Irakiens ne sont pas des Suisses. Non, alors personne n'est suisse d'ailleurs, et en France aussi, ce problème a mis un siècle quasiment à se régler, par la force aussi. On parle du jacobinisme, de tout ce qui s'est fait après la Révolution française, effectivement. Et moi j'ai presque envie de poser une autre question, c'est comment délimite-t-on cette identité? Comment délimite-t-on l'appartenance ethnique? Parce que finalement, on est dans un territoire qui est beaucoup plus diversifié qu'on l'imagine, qui n'est pas uniquement divisé géographiquement. Tu peux avoir un village et puis 200 mètres plus loin, un autre village avec des gens avec une population différente. Puis encore quelques centaines de mètres plus loin, d'autres personnes avec d'autres identités. Et donc finalement, c'est difficile de diviser géographiquement, par exemple, si on devait diviser ce territoire, la Mésopotamie, parce qu'au sein de chacune de ces divisions, il y aurait une diversité, une multiplicité ethnique. Donc, comment peut-on régler ça? Et puis c'est une notion qui évolue aussi au fil du temps, les changements démographiques, la natalité, la mortalité, les guerres, les déplacements, les crises. C'est
pour ça que moi je suis assez sceptique sur l'idée de fonder un État ou une entité politique sur une seule ethnie ou une seule nation. Et on le voit par exemple avec la Turquie. En Turquie, le nom même du pays a été fondé sur la population turque majoritaire et qui exclut de fait toutes les populations non turques. Et c'est pour ça que on a beaucoup plus de mal quand on n'est pas turc, mais venant de ce territoire, on a plus de mal à s'identifier comme turc. Et je le voyais notamment avec les Kurdes et les Chaldéens de France, qui, quand on leur demandait, ils ne voulaient absolument pas dire qu'ils sont turcs, ils disaient kurdes ou chaldéens, alors qu'en Irak, disons que c'est un petit peu plus facile de le dire. Parce que l'Irak est un pays, comme tu l'as dit, l'irakicité, c'est quelque chose qui n'existe pas forcément, c'est un territoire avant tout. Donc l'Irak est un pays qui n'est pas fondé, basé sur une nation. Alors, tu fais bien de parler de la Turquie. On va écouter tout de suite le Oui. témoignage de Bayram, donc, qui est un Kurde de Turquie. On va écouter comment lui se définit. L'exemple de la Turquie est intéressant. Alors la Turquie, c'est différent des autres pays parce qu'ils ont, donc ils ont bâti leur pays et le concept de nation turque sur la turquicité, de manière très violente d'ailleurs. Et sur même la négation. Alors la conception turque de la nation, ce serait intéressant d'y revenir ultérieurement. Elle est très intéressante. On dit souvent qu'elle est inspirée de la conception française de la nation, ce qui n'est pas vrai. Ils ont peut-être emprunté la laïcité, et encore, c'est une laïcité quand même très Oui. différente de ce qu'on est en France. Je trouve qu'il y a des, c'est plus proche de la conception germanique de ce qu'est la nation, basée sur l'ethnie. Finalement, ce qui différencie le discours nationaliste turc du discours nationaliste germanique des années 30 ou même d'avant, c'est que non, c'est pas les Allemands ou les Aryens qui vont un jour dominer le monde, etc. C'est les Turcs. C'est une conception un petit peu, j'allais dire pathologique, oui, de ce qu'est une nation, et en tout cas très excluante. C'est ça, problématique pour les Très autres problématique, populations qui de l'Anatolie. nie même l'existence, qui a nié Oui. pendant, et qui continue un petit peu de nier l'existence d'autres peuples sur le territoire. Exactement. Écoutons Bayram. Bonjour, je suis Bayram, je suis un Kurde de Kurdistan du Nord. En même temps, pour les certains, c'est Turquie, sud-est de Turquie. Et j'ai vécu en Turquie jusqu'à mes 35 ans et toute ma vie, j'étais obligé de cacher mon identité. Et quand j'ai commencé à voyager et vivre à l'étranger, ça commençait de prendre une autre forme aussi, parce que pour les gens en France ou au Maroc ou les autres pays que je voyageais, j'étais le Turc. Et ça, c'était difficile de lutter contre. Chaque fois, j'étais obligé de dire je ne suis pas le Turc, parce que le passeport que j'ai, c'est le Turc, mais je ne suis pas le Turc. Donc, et finalement, après 4 ans de Maroc, avec ma femme qui est française, on a décidé de rentrer en Kurdistan, venir à Kurdistan. Je suis arrivé ici, à Erbil, et avec un sentiment de répatriation, de revenir dans son pays, en fait. Mais bien sûr que d'être en Kurdistan, c'est d'être en Irak aussi. Et souvent, je sens assez bien que je suis en Irak. On écoute maintenant un deuxième témoignage qui est celui de Rita, une Mossouliote qui a quitté le pays récemment, dans les années 2000, à la fin des années 2000, et qui est chrétienne de Mossoul. Et son identité est aussi intéressante. Elle est différente des Assyro-Chaldéens. On l'écoute, on écoute son témoignage. Je pense que nous avons de la chance de vivre dans une société mosaïque, une société composée de diverses identités, que ce soit ethniques ou confessionnelles, parce que ces identités sont le produit et le témoin des différentes civilisations qui ont marqué le territoire irakien, mais qui ont aussi marqué le monde de par leur influence et innovation. Personnellement, je vois cette diversité en tant qu'une fierté et un pan d'appui pour apprendre de l'autre et vivre avec lui malgré nos différences en matière d'héritage culturel, de langue ou de mémoire. Et je cherche constamment une base commune qui nous approche et nous lie. Je pense qu'en essayant d'accepter l'autre et de chercher ce socle commun entre nous deux, on parviendra à construire ou reconstruire
un Irak incluant nos différentes sensibilités et approches. Donc voilà, on vient d'entendre 2 témoignages différents et ce que j'en retiens, c'est que finalement l'identité, aussi va dépendre de la manière dont on est traité dans les différents pays. C'est-à-dire Exactement. qu'on a entendu Bayram, par exemple, en Turquie où, nationalisme fort, officiellement un État avec une seule nation, un seul peuple et cetera, qui réprime alors violemment, les Kurdes culturellement et cetera, mais Oui. aussi les autres minorités. Mais les Kurdes, j'en parle parce que numériquement, c'est quand même difficile de passer outre et C'est la de les deuxième mater, hein. ethnicité, disons, en Turquie. Donc c'est la, Oui, c'est oui, la c'est principale minorité. 25-30 millions, donc c'est Ouais. une minorité assez conséquente. Ouais. Donc lui qui a vécu, qui a dû cacher son identité pour ne pas avoir de problème en Turquie, qui la vit très mal et qui finalement en étant ici, même s'il se rend compte qu'il est en Irak, finalement il se sent aussi chez lui, c'est la même langue. Oui. Donc l'identité transfrontalière des Kurdes. Celui de Rita est différent. Elle croit à l'Irak, Elle décrit effectivement l'Irak et sa diversité comme étant, elle le dit, les produits et les témoins des différentes civilisations qui sont passées par ce territoire. Donc finalement, on dit la même chose, mais avec une approche un petit peu différente. On dit que ce territoire est divers et que toi comme moi, toutes les personnes qui vivent ici, sont en fait les héritiers de quelque chose pour ce territoire, mais aussi pour le monde, pour les civilisations qui ont rayonné sur le monde et qui ont apporté au monde. Et elle parle aussi de base commune, c'est ça que j'ai trouvé intéressant, bien sûr. d'essayer de trouver une base commune entre tout ça et pour coexister, parce que j'ai envie de dire, on n'a pas le choix. Aujourd'hui en tout cas, on n'a pas le choix, il faut coexister. Effectivement, alors on n'a pas le choix aujourd'hui. L'a-t-on jamais eu? C'est un État qui a été créé par une puissance étrangère sans jamais avoir demandé l'avis des populations. Aujourd'hui, finalement, ce qui tient l'Irak, c'est la communauté internationale. Alors, quand je parle de communauté internationale, c'est donc d'abord les pays limitrophes, puis d'autres puissances mondiales, type les États-Unis. Mais finalement, s'il n'y avait pas ces interventions-là, qu'est-ce qui ferait tenir aujourd'hui l'Irak? Je pense qu'on sombrerait dans la guerre civile ou une partition qui existe de fait dans le pays. La partition Potentiellement, effectivement. Malgré ça, il y a beaucoup de gens, chez les peut-être plus jeunes, peut-être chez les plus anciens aussi, et pour différentes raisons, qui ont cette identité irakienne qui s'y retrouve dedans, notamment dans la partie arabe, bien sûr, de l'Irak, beaucoup plus, mais pas seulement. Puis il y en a qui se disent... On en a aussi marre de toutes ces crises, de tous ces débats. On a juste envie de vivre et que peu importe le nom de cette entité dans laquelle on vit. Voilà, on a là encore une diversité d'opinions, de cultures. Donc, écoute Dylan, merci beaucoup. On va conclure là-dessus pour ce premier épisode consacré aux identités irakiennes. On aura l'occasion dans les prochains épisodes d'y revenir, puisque maintenant qu'on a fait un petit peu le tour de l'identité, donc des identités irakiennes, dans les prochains épisodes, on va parler de ce que ça implique au niveau politique, économique, etc. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère que vous allez apprécier l'émission. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions. Pour ceux qui n'ont pas aimé, n'hésitez pas à envoyer des mails d'insultes à Dylan. Il n'y a pas de problème. Armange aussi, il est très preneur. Je pense qu'il n'y aura pas de problème, il ne vous en voudra pas. Merci beaucoup Dylan. Merci Armange, merci aux spectateurs et aux auditeurs qui ont participé finalement à cette émission. Merci beaucoup et à très bientôt pour un nouvel épisode de cette série podcast consacrée à l'Irak. Merci, à bientôt.